5 bonnes pratiques orientées objet, Single Responsibility Principle, Open Close Principle, Liskov Substitution Principle, Interface Segregation Principle, Dependency Inversion Principle. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler des principes solides, 5 bonnes pratiques orientées objet qui peuvent vraiment améliorer la qualité de votre code. Alors, on ne dit pas que c'est obligatoire, ni que c'est la solution magique à tout. Mais si vous voulez écrire un code plus clair, plus facile à maintenir et plus évolutif, Solid peut vous apporter pas mal d'outils. Allez, c'est parti. Venez avec nous dans l'écran noir. Bienvenue dans notre écran noir. Nous sommes tous réunis aujourd'hui autour des 5 principes solides qui améliorent la modularité, la réutilisabilité et la maintenabilité de notre code. Leur application réduit les erreurs à long terme, mais peut compliquer le code et entraîne une suringénierie. Ils exigent une bonne maîtrise de la conception, ce qui peut être un défi pour les développeurs débutants. Nous allons donc vous expliquer ces principes en suivant cette roadmap. La première étape consiste à travailler sur Single Responsibility Principle, responsabilité unique, Open Close Principle, principe ouvert-fermé, et Liskov Substitution Principle, les principes de substitution de Liskov, Interface Segregation Principle, le principe de ségrégation d'interface, et pour finir sur Dependency Inversion Principle, les principes d'inversion des dépendances. Pour mieux structurer notre code, nous allons créer un package par principe. C'est-à-dire, au final, on aura 5 packages. Je vais donc créer le premier package pour le Single Responsibility Principle, Java Package. On va nommer ça SRP, Single Responsibility Principle. C'est dans ce package qu'on va travailler le principe de Single Responsibility Principle, responsabilité unique. Bon, ça veut dire quoi concrètement, responsabilité unique? Alors, ça veut dire qu'une classe ne devrait avoir qu'une seule raison de changer. Elle doit faire une seule chose et bien la faire. Donc, si j'ai une classe qui fait la compta, le café et les factures, je suis mal. Ta classe-là est un faux tout. Mieux vaut découper ça en plusieurs classes. Ça rend le code plus simple à maintenir. Alors, on va faire un exemple concret. D'accord? Oui. Donc, tu nous as expliqué un mauvais exemple où tu fais du café, du compta et tout ça ensemble. Donc, nous allons essayer d'implémenter des exemples concrets de SRP, Single Responsibility Principle. On va essayer de choisir un concept qui parle à tout le monde. OK? Nous allons, par exemple, parler de concept où tu génères des rapports, tu vois, qui peut être sur différents formats, par exemple PDF et tout ce que tu veux là. Donc, nous allons créer une classe rapport. Parfait. Cette classe aura plusieurs méthodes. OK? Public, parce que là, pour l'instant, on te dit, l'entreprise te dit que tu dois pouvoir générer des PDF. Tu dis, bon, OK, pas de problème, je vais générer des fichiers PDF. Void. Générer PDF. Generate PDF. Bien. Et à l'intérieur de ta classe, tu dois dire, écoute, PDF généré. Syspo PDF has been generated. Bien. Tout le monde est content. Maintenant, on te dit, maintenant, on veut générer ce rapport, mais pour envoi par mail. Et là, tu dis, OK, pas de problème, j'ai déjà une classe rapport, pourquoi pas. Donc, on va créer une autre méthode, public, void, send email. Et c'est ici, tu vas faire un sysO pour dire email has been sent. Toujours, c'est un rapport que tu envoies. D'accord? Ouais, d'accord. Et on te dit ça. Tu es content, tu es heureux. Sauf que demain, on te dit, ah, maintenant, je veux tout simplement que ces rapports soient sauvegardés sur un disque dur ou bien quelque part ou bien sur un autre serveur. Ouais. Ce que tu vas faire encore, tu viens ici. Tu modifies encore ta classe. Tu dis, bon, écoute, j'ai déjà ta classe rapport qui est là, pourquoi pas.
Après tout, ça pose pas de problème. Void, save document. Pourquoi pas? Là, on est content. 6O, document has been saved. Bien. Qu'est-ce qui se passe ici? À chaque fois qu'on te demande de faire un nouveau type de rapport, par exemple, aujourd'hui, on te demande de générer PDF, tu viens ici, tu modifies, tu dis générer PDF. Demain, on te demande de générer HTML, tu vas venir ici, tu vas dire, écoute, il faut que je modifie pour générer HTML. Après-demain, tu viens. Donc, ça veut dire au final, ta classe, qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas qu'une seule responsabilité, ça génère PDF, ça envoie email, ça sauvegarde documents. Donc, ta classe a beaucoup trop de responsabilités. Tu es en train de violer le SRP, qui est Single Responsibility Principle. Maintenant, comment mieux faire ça? Nous allons organiser le code pour mieux faire tout ça. OK? D'accord. Alors, avant de passer à la bonne manière de faire, nous allons modifier le nom de la classe. OK? OK. On va tout simplement dire c'est un bad report. Au moins, on sait que ça a été mauvais. OK? D'accord. Donc, nous allons essayer de réfléchir. Nous avons vu qu'on nous demande un rapport PDF, Oui. email et documents. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de tout simplement créer une classe qui va s'occuper du rapport PDF. OK? Oui. Petit PIF. Report. OK? Dans cette classe, en fait, on peut implémenter la méthode générer. D'accord? Oui. Public, void, generate, PDF. même pas. Ah. Generate tout simplement. Pourquoi? Ouais. Ah, Parce que tout simplement, on est déjà dans la classe PDF report. Si on dit générer, on peut générer que PDF. ouais. Donc, pas besoin de préciser. D'accord. On peut prendre quelque chose en paramètre qui serait un rapport. Donc, avant de créer cette méthode, je suis censé créer le rapport. OK. Donc, je vais créer une classe report. OK. Report. Donc, dans PDF report, on doit prendre en paramètre un rapport à générer. OK. On va dire, ce sera report. On prend ce rapport en paramètre. D'accord. Et ici, on peut faire notre 6O pour dire ce qu'on fait. Et generating PDF import. Pourquoi pas? Ok. Bon. Là, on a fait ça. On va faire exactement la même chose pour email. D'accord? Email. New Java class, on peut dire email report. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On peut juste avoir une méthode public void send. Et là, on lui passe le rapport. OK? OK. Et là, il y aura toute la logique pour envoyer l'email. D'accord. OK? On va faire un 6O. Email report has been sent. Et on va faire exactement la même chose pour le fichier. Pour sauvegarder un fichier, tu peux juste dire, écoute-moi bien, on peut dire classe file report. On pourrait mettre le save, ça pourrait le gérer. On va mettre une méthode public void save et report. Et là, on peut mettre un petit 6O pour dire file report has been saved. OK? Donc là, et là, on a le report qui peut avoir un ensemble d'attributs, un ensemble de méthodes. On s'en fout. Pour l'instant, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que demain, ton entreprise arrive et te dit, ah, maintenant il me faut générer
des rapports sous forme HTML ou bien XML ou bien d'autres formes, on s'en fout. Tu n'auras pas à venir modifier quoi que ce soit ici. Tu auras qu'à créer une nouvelle classe. Ce sera HTML report. D'accord. Comme ça, tu es sûr que tu n'as pas introduit de bugs dans le système existant. C'est ça le but en fait. Là, tu es flexible. Tu n'as pas peur. Tu fais que créer une nouvelle classe. On fait ce qu'on a à faire sans modifier la classe. Pourquoi on a réussi à faire ça? Parce que chaque classe a une responsabilité unique. Avant, si c'était avant, il fallait entrer à chaque fois dans cette classe, modifier, avec le risque d'introduire des bugs dans le système. Oui. Le système fonctionnait très bien. D'un coup, tu as ajouté ça et ça ne fonctionne plus. Parce qu'il y a une erreur, soit une virgule mal placée ou un truc que tu as dû supprimer par erreur. Tu vois? Oui. D'où l'intérêt de SRP, Single Responsibility Principle. Responsabilité unique. Voilà. Nous allons passer au deuxième principe. Maintenant, on va s'attaquer au principe Open Closed Principle, ouvert à l'extension, fermé à la modification. Ça veut dire qu'on ne doit plus toucher au code existant. Pas forcément. Mais le but, c'est de pouvoir ajouter des fonctionnalités sans devoir modifier ce qui marche déjà. C'est surtout utile quand tu veux éviter de casser des trucs par erreur. Alors, nous allons faire exactement la même chose pour le Open Close Principle. Nous allons créer un package. OK? New Java Package, Open Close Principle, OCP. Alors, il me faut trouver un contexte. Je vais essayer d'utiliser un contexte qui parle à tout le monde. Parce que si ça parle à tout le monde, on va mieux comprendre. Je pense que je vais vous mettre dans un contexte de notification. Parce que tous, on reçoit des notifications tous les jours. Oui. OK? Par email, par SMS, on reçoit tout le temps des messages. Donc, ce qu'on va faire, nous allons créer un système qui envoie des notifications aux gens. On va créer une classe Notifier qui permet de, on va dire c'est un bad notifier, hein, pour que les gens sachent que c'est le mauvais exemple qu'on crée ici. OK? Bad notifier. Et ici, on va implémenter une méthode qui permet d'envoyer ces notifications. Void send. Mais on doit lui dire par quel canal envoyer. Est-ce que c'est SMS ou bien est-ce que c'est email? On va dire string channel. Maintenant, on sait qu'on peut avoir soit email ou SMS. On a deux possibilités. Oui. Soit on utilise un switch ou bien on passe par un if-else. On commence par le pire. On va faire des if-else. OK? Oui. If channel, la chaîne que tu me passes là, point to uppercase point equals email, alors j'envoie ton message via email. OK? 6O notification has been sent via email. Bien. Comme on a deux cas, on peut dire else tout simplement. Ou bien, on peut dire else if. Channel point to uppercase. OK? Point equals SMS. On fait exactement la même chose, mais cette fois-ci, c'est via SMS. OK? Oui. Sinon, on ne le connaît pas. Else, soit on lève une exception, ou bien on laisse comme ça. On va lever une exception. Flow, new,
illegal argument exception. Channel on none. Bien. Là, tu es content. Ton code fait le boulot. Le taf est fait. Tu seras payé à la fin du mois. Tu es content. Tout le monde est content. Le patron est content. L'application fonctionne. Sauf que demain, le patron arrive. Il te dit, ah, mais tu sais, j'ai envie de passer par un autre canal. Tu vois. Il y a un autre canal que je voudrais ajouter. Quel canal? Ben, je veux, comme je souhaite faire du PWA, je veux passer par des push notifications. Comme ça, j'utilise plus SMS et email. Bon, j'utilise SMS et email, mais en même temps, je passe par push notification. Ah ouais, quand même. Ok. Ce que tu fais, tu dis, bon, pas de problème, mon patron, on va gérer ça ici. Tu arrives, tu fais else if channel point to uppercase point equals push. Alors dans ce cas, mon coco, je veux dire que notification has been pushed. Bien. Tu vois, là on a combien? On a seulement 3 types de channels. Ben demain encore, il y a notre patron qui arrive, il dit, ah, je souhaite ajouter 3 autres channels. Tu vas venir ici, tu vas ajouter 3 autres channels. Ouais. 2 ans plus tard, le patron aura demandé 20 autres channels ou 30 autres channels. Tu arrives ici, tu ajoutes 30 autres channels. Dans 5 ans, dans 10 ans, tu auras ajouté 50 autres channels. Donc, au final, ce code-là sera pas maintenable. Tu risques d'engendrer des bugs, tu risques d'engendrer plein de problèmes dans ce code. D'autant plus que ton fichier grossit. C'est vrai aussi. Ok? Alors, ici, on a violé le principe ouvert-fermé. Notre code est modifiable, c'est-à-dire on modifie directement la classe. Oui. Alors, on nous dit il faut être ouvert à l'extension et fermé à la modification. Là, on n'est pas fermé à la modification. Nous allons maintenant montrer une solution qui ne viole pas le principe ouvert-fermé. Alors, pour éviter d'avoir affaire à autant de if-else, nous allons essayer de découper le code. Ok? Ouais. Parce que là, on voit qu'on a affaire à des notifications et channel. Notification et channel. Ce qu'on va faire, nous allons, pour chaque channel, créer un type de notification. Okay? Par exemple, on voit email, on peut créer une classe email notification. On va dire new Java class email notification. On peut faire exactement la même chose pour SMS. Okay? New Java class SMS. Et on va faire exactement la même chose pour push. Oui. On peut dire push notification. New Java class push notification. Bien. Mais ces trois classes qu'on a maintenant nous indiquent tout simplement par quel channel qu'on passe. Push notification, on sait qu'on passe par le channel de push, SMS notification, SMS, email notification, email. Mais on va les lier par un contrat. Vous allez voir. Donc, on va créer une interface qu'on nommera notification channel. Bon, tu aurais pu créer une classe aussi, une classe abstraite aussi, hein? Mais moi je crée une interface, ok? Notification channel. Et ici, nous pouvons déterminer une méthode, la méthode qui envoie la notification. On va dire public void send. Maintenant, on doit partir du principe que chaque classe doit implémenter cette interface qui serait notification channel. D'accord. Okay? Oui. On va dans email notification, on va lui dire implement notification channel, et là
email notification est obligé d'implémenter la méthode send. Ça c'est cool. On va dans bad notification, on va prendre ce qu'on a mis pour lui là, sa logique. On met sa logique ici. Là, sa logique est bien dedans. On est content. Ici, on est content. On va faire exactement la même chose pour push notification. Petit extends and implements. OK? Petit implements. Implement notification channel. Tu dois implémenter cette méthode. Ça, c'est cool. On est dans push notification. On va ici, on récupère le push, la logique de push notification. Je prends sa logique. Je la mets ici. Et on va dans SMS notification, on va lui dire, tu dois implémenter cette même interface qui est notification channel. Tu dois implémenter cette méthode aussi. On va retenir la bad notification, on va lui dire où est SMS. Tu récupères la logique de SMS. Tu la mets dans cette méthode ici. OK? Pour l'instant, nos trois classes implémentent notification channel. Ouais. OK? D'accord. Donc, tout le monde est content. Et on avait un bad notifier. On va pas la modifier. On va la laisser. On va créer une autre classe notifier. New Java class notifier. On va faire exactement, pas exactement, mais on va prendre la méthode send qu'on aura ici. On récupère cette méthode qui était de bad notifier. Ouais. On va la mettre ici. Mais si on a découpé autant de trucs, c'est pas pour se retrouver ici avec autant de if else. Vraiment, oui. On est d'accord? Oui. Donc, du coup, on va lui dire ce que tu reçois ici, c'est notification channel. Notification channel, tu reçois un notification channel. Bien. Arrivé ici, mon ami, tu n'as pas à écrire autant de if else. Tu n'as qu'à faire notification channel.send et le tour est joué. D'accord. Là, le tour est joué. Peu importe le nombre de channels que ton patron demande, tu n'as pas à venir ici modifier quoi que ce soit. Tu n'auras pas à modifier push notification. Tu n'auras pas à modifier SMS notification. Tu n'as qu'à créer une nouvelle type de notification. On avait SMS, on avait email, on avait push. Et maintenant, tu arrives avec un autre système qui sort de je ne sais où. Tu me demandes. Mais je dis, OK, pas de problème. Je crée une nouvelle classe pour ton système et ton système doit implémenter notification channel. Il va être forcément obligé d'implémenter la méthode send et ce n'est qu'à l'intérieur de cette méthode, je vais mettre sa logique. OK. Comme ça, je modifie très peu mon code. Il y a moins de risques d'avoir des bugs, de passer des heures et des heures à chercher où se trouve le bug. Ouais, OK? c'est vrai. On nous dit en informatique, le coût de la maintenance est souvent plus élevé que l'application elle-même. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, on ne respecte pas toujours les bonnes pratiques. Donc, il faut qu'on commence par respecter les bonnes pratiques. Et ça commence par des petits principes comme ça, les principes solides. Maintenant, nous allons nous attaquer à LSP, List of Substitution Principle. Tout simplement, respecter le contrat de la classe mère. Waouh, celui-là fait un peu peur avec son nom. Tu peux nous expliquer simplement, s'il te plaît? Bon, c'est simple. Hein? Une sous-classe doit pouvoir remplacer la classe mère sans que ça bug. OK. Si une méthode fait foirer le comportement, c'est qu'il y a un souci dans l'héritage. Alors, faisons du concret. Nous allons tout de suite créer un package LSP. OK, New Java Package LSP. Et on va utiliser un concept assez parlant. C'est un concept de compte bancaire. OK? Oui. On va partir du principe qu'on a des comptes bancaires. On donne la possibilité tout naturellement aux gens de faire des retraits. Oui. D'accord? Nous allons créer notre compte bancaire. New Java Class. Bank. D'accord, ce sera la classe mère. Bien. Cette classe mère, on va lui donner des attributs. Private double balance.
constructeur, pourquoi pas, public, 20-40, double, initial balance, bien. Et là, on peut créer un petit getter, source action, getter, puisque notre attribut est privé, on donne un petit accès en lecture, d'accord? Et là, nous allons créer une méthode qui permet tout simplement de faire un retrait. Public, void, withdraw par exemple. Ok, dans les montants, double amount. Et ici, nous allons faire un traitement. Il va la logique. Et cette logique doit lever une exception. Nous allons profiter pour faire une petite exception personnalisée. C'est-à-dire, si tu demandes quelque chose qui dépasse la limite, alors je dois te dire, écoute, hein, tu n'es pas dans la limite. Hein, d'accord? On va créer une petite exception personnalisée. Dans Java class, on va dire limit exceed exception. Yeah. Extends second time exception. Public limit exceed exception. Qui prend un message qui va faire appel à la classe mère. Super. Avec le message en question. Bien. Là, on a notre exception personnalisée qui est ici. On est content. Et là, on va dire ici, quand on fait une demande de retrait, cette méthode est susceptible de lever une exception qui est limit exceed exception. Ok? D'accord. Flows limit exceed exception. Bon, ici, comment il fait ça? Il va regarder est-ce que le montant que tu demandes correspond bien à ce que tu as sur ton compte. On va dire if le montant que tu demandes est supérieur à la balance, alors je lève cette exception. Flow new limit exceed exception. Ok. Et montant demandé supérieur à la balance de votre compte. Pourquoi pas? Le compte là. Et si tout se passe bien, ça veut dire qu'on arrive ici, on peut faire 10.balance moins égal amount. On enlève ce montant-là de la balance. D'accord. Bien. Là, on a la classe mère. Mais il nous faut créer une classe, des classes filles, des classes qui vont hériter de cette classe bank account. D'accord. Okay? Du coup, nous allons créer une classe fille, par exemple, savings account. New Java class savings account. Bien. Ici, on va faire exactement la même chose. Public savings account et double initial balance. Tu dois faire appel à ta classe parent. On doit étendre la classe parent. D'accord? Extends bank account. Et là, tu fais un petit super pour faire appel à la classe parent. On est content ici. Sauf que là, il nous faut faire autre chose. Ici, il est possible qu'on mette une limite pour le retrait quand on fait un retrait sur un compte épargne. Private, double, withdraw limit. Withdraw limit. Alors, ici, on est obligé de tout simplement redéfinir la méthode withdraw qui se trouve dans la classe parent. Parce que pour les comptes bancaires, le compte d'épargne, il y a une limite à ne pas dépasser. Oui. On va dire public void withdraw double amount. Et ici, on fait quoi? Bon, c'est override, hein, pourquoi pas. Ça prouve. Et là, ce qu'on fait, on va vérifier si le montant que tu me demandes dépasse
ce montant auquel tu as droit ici. OK. Yeah. F. Withdraw limit. If amount supérieur à withdraw limit, alors je vais lever une exception. Je dis illegal flow new legal agreement exception. OK. Compte épargne. Limite excédée. Si tout est OK, je fais appel à super, je dis le job. Là, on pourrait dire, ça va, tout va bien, on est correct. Non, on n'est pas correct. Parce que dans la classe mère, l'exception qu'on lève, c'est limit exceed exception. En plus, exceed avec 3 E. Hein? Ça, c'est génial, ça. Donc, quand on doit faire un petit rename et on enlève un E. Cool. OK. Sauf que dans la classe fille, qui est saving account, on voit qu'on a une nouvelle exception. Ouais. On lève une exception que la classe mère n'est pas au courant de ça. Ça risque de poser un problème. Parce que quand le client appelle cette méthode withdraw sur savings account, il ne s'attend pas à avoir cette illegal agreement exception. Il ne s'attend pas à l'avoir ça. Donc la classe fille, cette classe fille peut difficilement remplacer la classe mère. OK. Parce que nous, vu qu'on connaît la classe mère, on sait la classe mère c'est limit exceed exception, que ça me retourne. Moi je m'attends à ça, j'ai fait un petit try catch pour catcher limit exceed exception. Sauf que ta classe fille là, ça m'envoie un illegal agreement exception. Tu vois un peu le délire? Oui, oui. Donc ta classe fille en fait fait plus de choses. Ce qu'il pourrait faire pour rester cohérent, c'est de l'envoyer le même type d'exception. Ouais. Le même type d'exception. Par exemple, pour rester cohérent, je vais dire flows limit exceed exception. OK. Et je vais écrire ça ici. Là, le client s'attend à avoir limit exceed exception et c'est ce que le client aura. Oui, d'accord. Donc, je pète rien du tout. D'accord. C'est ça qui fait toute la différence. Donc, là, je vais laisser la manière que c'était mauvais. Ici, je vais mettre un commentaire. OK. Et je vais mettre une manière ici. Close. Illegal. Non, close. Limit. Exception. Bien. Ça ne prend pas plus de paramètres que la classe parent. La classe parent prend un seul paramètre de type double et c'est exactement ce que ça fait. La classe parent lève une exception de type limit exceed exception et c'est exactement ce que ça fait. La classe parent ne retourne rien, c'est de type void. On est de type void. Donc on respecte. Super. On respecte le contrat, c'est tout. Alors, ce qu'on va faire, on va s'émarrer un petit peu. On va s'émarrer. Ce qu'on va faire, on va utiliser le mauvais exemple qui retourne illegal agreement exception. OK? Donc, on met ça en commentaire et on va faire le test. Comme ça, on va en rigoler. D'accord, c'est parti. Dans un premier temps, nous allons créer un bank account. Bank account égale new bank account. Bank account. On va dire que le gars, il a 500 € initialement. Il est content. Maintenant, il veut faire un retrait. Il va faire un retrait de 600 €. Un petit try. Parce qu'on sait qu'il y aura un limit exceed exception qu'on doit catcher. Ouais. Try account. Withdraw 600 €. Tu n'as pas 600 €, alors je dois catcher limit exceed exception. OK?
Une fois catché, je peux sortir un petit message. Je dis, mon coco, tu n'as pas cet argent-là. Ouais. OK? D'accord. Je vais dire un petit Cicero. Mon coco, tu n'as pas cet argent. Tu n'as pas assez d'argent. Parfait. Du coup, et après avoir dit ça, je continue à faire autre chose. Ouais. On va dire 6O. Notre application n'a pas planté. On continue. La vie continue. Bien. Tu as vu ça? Ouais. On est content. Maintenant qu'on a fait ça, si on lance l'appli, on va voir ce qui va se passer. On lance. Qu'est-ce qui est écrit? Mon coco, tu n'as pas assez d'argent. Notre application n'a pas planté. La vie continue. Maintenant, on va faire autre chose. On va retourner dans Savings Account. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas encore mis la limite. Il faut qu'on mette une limite. On pourrait soit définir ça en mode statique. Comme ça, on sait que par défaut, c'est 200. Voilà. On va mettre statique. Private, statique. OK. 200 €. On va mettre une limite de 200 € en mode statique. Et comme c'est une constante maintenant, je pense que c'est mieux d'écrire ça en lettres majuscules. Bien. Withdraw limit. Maintenant qu'on a ça, on va dire OK. C'est plus un compte bancaire normal, c'est un saving account. On va changer bank account en savings account. On vient de mettre 500 €. Pareil, on change rien. Rien. C'est juste qu'on change le compte bancaire normal en savings account. Rien du tout. On va lancer l'application cette fois-ci. Regarde bien ce qui va se passer. On lance l'application. Attends. On lance l'application. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce qui se passe ici? Oui. On te dit ici, il y a une exception, comptez pas une limite excédée, ok, pas de problème. Sauf que mon application plante. J'ai même pas le message, mon coco, machin chouette, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ça prouve que ta classe fille ne peut pas remplacer ta classe parent. OK, oui. Parce que ta classe fille fait plus de choses. Ça envoie un type d'exception que toi, tu n'es même pas au courant. OK? Donc, tu as violé le principe LSP, tu es obligé de tout savoir. Ton client qui est ici, il est obligé de savoir, c'est pas seulement limit exception que tu dois catcher, mais tu dois aussi catcher plein d'autres types d'exceptions. C'est-à-dire, si tu as 30 classes qui étendent bank account, mais ces 30 autres classes, si chacune de ces classes a un type d'exception, tu auras plein de types d'exceptions à catcher. Ah oui. Tu auras à regarder, est-ce que ça, il n'y a pas des exceptions différentes? Non. Là maintenant, on sait que on doit s'occuper seulement de l'exception de la classe parent. Quelle exception? C'est le limit exceed. Alors, on met limit exceed. C'est là notre problème. On est planté. D'accord. Maintenant, on va revenir dans Savings Account. On va dire, ouais, ça c'était la mauvaise façon de faire. On va tout simplement mettre ça en commentaire. OK? Pour être tout à fait honnête. Et ça, on va tout simplement le passer en mode normal. Voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est la bonne pratique parce que cette méthode n'envoie pas une exception différente de l'exception qu'on attend. Donc, si on lance cette application cette fois-ci, sachant qu'on a bien, c'est toujours Savings Account, on n'a pas changé les choses. Si on lance l'application, on se retrouve avec quoi? Mon coco, tu n'as pas assez d'argent, notre application n'a pas planté, la vie continue. Super ça. Tu vois, c'est grâce à cette bonne pratique, on évite en fait des bugs. Ah, c'est super. Yes. Maintenant, nous allons nous attaquer au principe ISP, Interface Segregation Principle. C'est le principe de ségrégation des interfaces ou bien interfaces des petites et ciblées. Donc, au lieu d'une interface géante, on en fait plusieurs plus petites. Exactement. Comme ça, une classe n'est pas obligée d'implémenter des méthodes dont elle n'a rien à faire. D'accord.
Ça nous arrive de tomber sur des méthodes dans des projets où on ne voit pas de corps parce que la méthode, on est obligé d'implémenter cette méthode. Pourquoi? Parce qu'on a implémenté une interface qui nous oblige à implémenter cette méthode, mais on n'en a pas besoin. D'accord. Oui, tu arrives dans des codes, dans des classes, tu tombes sur des méthodes où tu ne vois pas de corps, où on te dit n'y touche pas, hein. Faut pas toucher. Même si ça fait rien, reste comme ça. Quand tu tombes sur des classes comme ça dans des projets, dis-toi bien, c'est parce que la personne a violé le principe ISP. Voilà. Nous allons tout simplement voir ensemble comment faire ça concrètement. D'accord? D'accord. Alors, nous allons implémenter un exemple où on viole ISP. Nous allons utiliser le concept de véhicule. D'accord? D'accord. Nous n'allons pas faire beaucoup de code, hein. Nous allons juste avoir une interface véhicule et une voiture et un vélo. On doit tout simplement créer notre package ISP. Oui. Bien. Dans ISP, nous allons créer notre interface voiture, véhicule. Véhicule. D'accord? Oui. Et puis, on va tout simplement déterminer ce que fait notre véhicule. Notre véhicule, qu'est-ce qu'il fait? Move. Hein? On aurait pu dire drive, mais c'est pas grave. On va mettre move. D'accord? Void move. Là maintenant, nous allons créer une classe voiture par exemple. Non, Java class car. Bien. Qui doit implémenter cette interface. Implement vehicle. Donc, et là, on doit implémenter la méthode move. On va faire un petit sysco. The car is moving. Ça, c'est cool. On va créer non, avant tout, on va ajouter une nouvelle méthode aussi dans notre interface véhicule. Par exemple, la méthode start engine. Ok? Public void start engine. Bien. Et on oblige notre voiture à implémenter cette méthode. On le fait. On va dire sysco engine is being started. Bien, on est content. Maintenant, nous allons tout simplement implémenter la classe bike, un vélo. Notre classe bike doit implémenter l'interface véhicule. Effectivement, c'est un véhicule aussi. Ok? Véhicule. Ok? Il doit implémenter les deux autres. Là, il n'y a pas de problème. On peut dire que notre vélo est en train de bouger. Pas de problème. Sysco. Et bike is moving. Et ici, est-ce que le vélo a un moteur? Est-ce qu'on peut démarrer le moteur du vélo? Non. Donc, pour l'instant, cette méthode, on est obligé de l'implémenter parce que on implémente l'interface véhicule. Mais on n'en a pas besoin. On prend notre vélo, on pédale, on avance. Oui. Et pourtant, si on ne le met pas, regarde ce qui se passe. Le compilateur se plaint. Il nous dit, attention mon coco, il y a une méthode que tu dois implémenter, tu ne l'as pas fait. Et là, moi, je dis, écoute, je le fais comme ça. Et puis, je vais mettre un petit commentaire pour avertir les autres développeurs. Et pas y toucher parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut pas y toucher. D'accord. À ne pas supprimer. À ne pas supprimer. Ça, c'est le mauvais design. Mauvais design. Quand tu tombes sur des gens qui écrivent comme ça, il faut faire une manifestation avec pancarte en main. Mauvais design. Ce qu'on va faire,
on doit regarder notre interface véhicule et lui dire, le problème, c'est pas les autres, c'est toi. C'est toi qui oblige les gens à implémenter toutes ces méthodes. Ouais. On va te découper en petits morceaux. Pas pour faire un ragoût, hein, pour qu'on puisse utiliser. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va lui dire, tu fais trop de choses. Tu obliges tout le monde à implémenter Stat Engine. Alors, on va créer une nouvelle petite interface. On pourrait nommer notre petite interface Motorized. Ça veut dire qu'il y a un moteur. D'accord? Ok. Motorized. Et c'est cette interface qui va obliger cette méthode Stat Engine. On enlève Stat Engine dedans, dans le véhicule. On va mettre ça ici, dans Motorized. Ouais. Maintenant, notre voiture me dit, attends, je me suis senti obligé à implémenter un Stat Engine pour rien. Je lui dis, non, c'est pas pour rien. C'est parce que tu es motorisé, mais je te l'ai pas encore dit. Motorized. Ok? Ouais. Et arrivé dans Bike, qui était obligé d'implémenter Stat Engine, il s'est rendu compte tout de suite qu'il a plus besoin. Oh, on va lui dire, écoute, bon, tu n'as plus besoin de faire ce Mitsubishi, c'est mort, c'est fini. Et là, tu es dans le bon design. Ton vélo n'est plus obligé d'implémenter une méthode dont il n'a rien à faire. Ouais, c'est vrai. C'est tout simplement que ta voiture, maintenant, il implémente non seulement véhicule, mais aussi motorized. Motorized. C'est bien. C'est bien. Là, tu es dans le bon design. Maintenant, nous allons nous attaquer à un principe super utile qui est le Dependency Inversion Principle. C'est-à-dire, on doit dépendre des abstractions, mais pas des détails. Pourquoi on dit inversion? Ok. Parce que normalement, une classe de haut niveau doit dépendre des classes de bas niveau. Mais ici, on inverse ça. Ok? Oui. On dépend d'interface. Donc, on dépend d'interface, on rend le tout plus flexible. Alors, concrètement, le DIP, Dependency Inversion Principle, nous allons tout simplement expliquer concrètement ce que c'est. Ok. Mais pour ce faire, nous allons utiliser un contexte assez concret. Parce que moi, tout ce que je fais, j'ai envie que ça soit concret, qu'on puisse comprendre. Un truc de tous les jours. J'aime pas trop que ça soit compliqué, tu vois. Ok. Nous allons déjà commencer par créer notre ami le package. Ok. New package là, on va dire, c'est DIP pour Dependency Inversion Principle. Nous allons réfléchir aux méthodes de paiement. Oh oui. Tout le monde paye. Tout le monde fait des paiements sur Internet. Donc là, ça parle à tout le monde. Ouais. On est content. On va faire un truc qu'on aime et qu'on fait tous les jours. Ok? Donc, quand tu achètes un truc, tu dois payer. Et quand tu payes, tu sors ta carte de crédit. Crac! Donc, je vais créer une classe Credit Card. Credit card. Ok? Ouais. Credit Card Payment. Credit Card Payment. Le paiement par crédit card, par carte de crédit. Et à l'intérieur, il y aura une méthode qui permet de payer. Ok? On va dire public void process payment. Ok. Double amount. Nous allons dire 6O. Le paiement a été effectué. On met le montant. Voilà. Du coup, et on voit que quand tu veux payer, tu passes par un credit card payment, tu fais process payment et tout va bien. Ouais. Maintenant, il y a le client qui est celui qui est la classe en fait qui va faire appel à credit card payment. Ok, c'est new Java class. On va nommer notre classe payment processor. Cette classe, c'est elle qui va s'occuper du paiement.
private credit card payment. Credit card payment. Je vais le faire ici, public payment processeur et on va lui donner un credit card payment. Ok? Oui. Credit card payment. Et là, on va dire 10.7. On est dans le constructeur. Ok, tout le monde est content. Maintenant, on va tout simplement créer une méthode. Public void qui va assurer le paiement, process, double amount. Et là, on va dire c'est credit card payment, process payment, tu lui donnes ça. Là, tu es content parce que tout fonctionne sans problème. Ça roule, on est content. Sauf qu'on est dans un mauvais design. Pourquoi? On dépend d'une classe qui s'appelle credit card payment. Si demain, on ne paye plus par carte bancaire, par exemple, ton patron arrive et dit ah ouais, mais je veux maintenant qu'on puisse payer par PayPal. Je veux qu'on puisse payer par d'autres moyens. Tu es dans le vrai problème là. Là, ça va poser un grand problème. Ouais. Comment tu vas faire? Ça va être compliqué. On va faire en sorte de respecter ce principe DIP. On doit dépendre de l'abstraction et pas des détails. Ok. Ce qu'on doit faire, on doit créer une interface. New Java Interface. On va nommer notre interface Payment Method. Méthode de paiement. Ok. Dans Payment Method, on peut déclarer une méthode. Public void process payment. Et c'est là où on double amount. Ok. Maintenant, tu sais que tu as un credit card payment. Tu lui dis, eh bien, tu dois implémenter l'interface payment method. Ça veut dire que un credit card payment, c'est un payment method. C'est une méthode de paiement. Une carte de crédit est une méthode de paiement. Ok? Ici, on avait déjà implémenté la méthode. Il ne se plaint pas parce qu'on avait déjà implémenté la méthode. On est content ici. Mais c'est pas fini. On doit aller dans la classe payment processeur pour lui dire tu dépends plus des credit card payment. Tu dépends des moyens de paiement qui est très abstrait. On dépend de l'abstraction. D'accord? Tu dépends des moyens de paiement. Donc, credit card payment que tu as ici, tu remplaces tout ça par payment method. Ok? Tu dis c'est un payment method. Et là, c'est pas credit card payment. Rename, on va dire payment method pour rester cohérent. Hein? Ok? Là aussi, payment method. Ok. Là, on dépend des payment méthodes. Ce qui est cool. Et là, maintenant, il y a ton patron qui était venu, qui te disait, écoute, moi, maintenant, je veux qu'on puisse payer avec PayPal, Bitcoin et tout ce que tu veux. Je dis, patron, c'est pas grave. J'ai qu'à juste aller ici et créer une classe que j'appelle PayPal. Hein? Ouais. PayPal Payment. Et je dis, ma classe PayPal Payment doit implémenter Payment Method. Et cette classe va tout simplement faire ça. 6O, paiement effectué par PayPal. Ok? Ouais. Et quand je fais ça, j'ai pas besoin d'aller modifier ma classe paiement processeur. Ouais. Parce que peu importe ce que je lui envoie, je peux lui envoyer un credit card, il s'en fout. Je lui envoie PayPal, il s'en fout. Je lui envoie Bitcoin, il s'en fout. Parce que PayPal, c'est un payment method.
et credit card est un payment method. Et payment processor ne dépend pas de credit card, ne dépend pas de PayPal, dépend tout simplement de payment method. Ok. Donc, si je retourne ici dans mon Mitsubishi D-Class, ici, et que je dis, écoute-moi bien, je vais faire un payment credit card payment. Ok. Credit card payment égale new credit card payment. Bien. Et ici, je crée un processeur. D'abord, payment processeur d'abord, ok. Payment processeur. Payment processeur. New payment processeur. Et là, tu dois lui passer les credit card payment. Tu vois, je suis en train de lui passer un credit card payment et il va l'accepter. Regarde. Tac. Mon payment processeur accepte. Alors, et maintenant, si on fait un paiement, parce que là, on lui a dit, écoute, c'est un paiement par crédit, par carte de crédit, et là maintenant, on va lui dire payment processeur point process. Tu lui donnes le montant, 200 €. Qu'est-ce qui va se passer? On lance l'application. Ouais. Qu'est-ce que tu vois ici? Le paiement a été effectué. Le paiement a été effectué, 200 €, mais il nous a pas dit que c'était avec. Quel type de paiement? Voilà, donc Ouais, c'est ça que j'avais pas pensé à écrire ça. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Ok. Paiement credit card via carte de crédit. On sait que c'est un. Alors que l'autre, on avait mis quoi? Un PayPal. Effectué par PayPal. On va mettre le montant aussi. Hein. Ok. Ok. Ce serait bien. Hein. Montant plus amende. Bien. Là, on va faire un petit clair pour relancer l'application. Relance l'application tranquillement. Tac. Le paiement a été effectué via carte de crédit. 2 €. Pas de problème. Et ce qu'on va faire encore, on va remplacer carte de crédit ici par PayPal. Ok. Et si tu rentres dans la classe paiement processeur, tu vois, on dépend des paiement méthode. Donc, Okay. peu importe la méthode de paiement que tu lui passes, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Donc, ton patron sera content. Ah oui, il sera content, les gars, parce qu'il voit que ça va prendre très peu de temps. Regarde. Paiement effectué par PayPal. Donc, et le gars, demain, il arrive, il te dit, écoute-moi, mon coco, je veux maintenant que tu me fasses un truc de Bitcoin. Est-ce que tu vas venir modifier à gauche, à droite? Non. Tu arrives ici, tu dis, bon, je vais juste ajouter une nouvelle classe, qui c'est Bitcoin Payment. Et là, le tout est joué. Super. Ça, c'est cool, parce qu'on ne dépend pas des détails, on dépend de l'abstraction. Voilà pourquoi ça fonctionne. Alors, dans cette vidéo, on a découvert les 5 principes solides. Pas besoin de tous les appliquer tout le temps, mais les connaître peut vraiment améliorer la qualité de votre code. Le but, ce n'est pas d'être rigide, c'est de structurer votre code au fur et à mesure que vos projets prennent de l'ampleur. Alors, lequel que vous utilisez déjà? Lequel vous semble le plus utile? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, continuez à coder proprement, car la pratique, c'est la clé. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous laisser vos questions en commentaire. Nous sommes là pour vous aider. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour plus de tutoriels Java. Et n'oubliez pas, continuez à coder.